En live du numérique avec Sébastien Poineau. Et ça appartient sur l'actu-tech de ces dernières heures et on reparle aussi évidemment de ce scrutin, de cette présidentielle folle ce soir sur BFM Business dans Tech & Co avec cette question, est-ce que et comment le Big Data s'est-il à ce point planté? On en parle ce soir avec notre invité, le directeur de Kinaps, Stéphane Messica. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Alors le Big Data, effectivement, on se rappelle que voilà, on prédisait à la fin des sondages après les revers, Brexit, Trump, la primaire des Républicains, et puis là on s'est dit, tiens, on va regarder comment ils s'en sortent. Il y a eu donc quelques noms qu'on a appris à connaître, on va en parler dans un instant, mais finalement ce sont les bons vieux sondages qui disaient vrai. Ah oui, rien à dire, ils ont eu complètement raison, et les instituts de sondage, entre guillemets Big Data, ont été un peu dans l'erreur. Un peu dans l'erreur. Oui, on peut en citer quelques-uns quand même. Il y a Filteris qui était relayé par nos confrères de Valeurs Actuelles, donc entreprise canadienne, qui a donné pendant des semaines Fillon en deuxième, voire en première position. Ouais, c'est difficile d'expliquer, mais en fait, d'abord, le Big Data nécessite un grand historique de données, et sur ces sujets-là, on n'en a pas énormément. Oui. Et notamment, on n'a pas énormément de tweets liés à des élections dans les dernières années. Et donc, il y a un biais à savoir, est-ce que les électeurs de Macron tweetent plus que d'autres? Est-ce que les électeurs de Fillon n'ont pas surtweeté parce qu'ils étaient attaqués et donc ont rejoué plus de tweets que ce qu'ils ne jouent d'habitude? Et donc, il faut apprendre ce biais. Le Big Data, la data science, c'est apprendre à reconnaître les choses, apprendre ce biais. Et pour apprendre, il faut énormément de données, énormément d'historique, et peut-être qu'ils ont eu du mal à récupérer assez d'historique pour permettre d'apprendre ce biais-là. Enfin, vous dites tweeter, en fait c'est tous les réseaux sociaux qui ont été analysés, Facebook on imagine aussi beaucoup. Évidemment. Mais Facebook, les sondeurs Twitter. ont ce track record que n'ont pas évidemment toutes ces startups. Exactement. Et que eux-mêmes d'ailleurs ont des outils techno, on imagine, c'est pas que des gens et les crayons quoi. Évidemment, on a bien vite dévalorisé le travail des sondeurs, mais ils ont un historique depuis des dizaines d'années qui font bien, c'est des statisticiens avancés, ils font leur boulot de la même manière que nous on le fait dans la data science, et en plus avec des techniques qui sont relativement comparables aux nôtres. Il se trouve que là, ils ont eu beaucoup plus raison que celle de data. Et je suis assez certain que dans le futur, avec beaucoup plus de données, les analyses big data apporteront des résultats différents et souvent justes. Vous parlez de données labellisées dans votre jargon? Oui, les données labellisées, c'est de savoir en fait, est-ce que cet internaute, est-ce que cet utilisateur de réseaux sociaux est plutôt orienté Macron, est plutôt orienté Fillon, est plutôt orienté gauche, droite? Est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable? Et on a besoin de données, ce qu'on appelle labellisées, c'est-à-dire, ok, celui-là, on sait qu'il a fait ça dans le passé, celui-là, on sait qu'il a fait ça dans le passé. Et c'est ça qui nous permet d'apprendre. Quand on apprend à un enfant à reconnaître un animal, on lui montre 100 fois un mouton. On lui dit ça c'est un mouton, ça c'est un mouton, ça c'est un mouton. Puis à la fin, de lui-même, il reconnaît un mouton, sans que vous lui ayez dit avant qu'il faut qu'il ait des pattes de cette taille, une pelure de cette taille, un museau de cette taille. C'est juste l'accumulation de données qui lui a permis de reconnaître là-dessus. Et c'est ce qu'essayent de faire les technologies Big Data. Mais est-ce que la morale de cette histoire, Stéphane, c'est pas que finalement le Big Data, on en parle beaucoup et peut-être trop de boîtes se cachent derrière ça, n'ont pas forcément des outils adaptés et qu'en fait, c'est une des dernières bulles comme le cloud, comme aujourd'hui peut-être l'intelligence artificielle ou la réalité virtuelle et augmentée. Alors, je connais pas Filteris, donc je vais pas dire du mal d'eux. Il y en a plein d'autres. On sera d'ailleurs dans une seconde avec une start-up. Ouais. Je suis sûr qu'ils seront sérieux là-dessus, mais oui, comme dans toutes les nouvelles technologies, il y a un effet waouh au début et on se dit ok, ça va résoudre tous nos problèmes, on va tout résoudre avec le big data. Macron a utilisé le big data dans sa campagne, il l'a bien utilisé. La preuve, c'est qu'il en arrive là où il en est. Mélenchon aussi. Mélenchon qui a aussi. Utilisé, et d'ailleurs, la preuve, c'est aussi qu'il a. Nation Builder, Bernie Sanders et d'autres, ils ont eu recours aussi. Oui, Barack Obama à son époque aussi, c'était le précurseur de ces technologies-là. Oui, et comme dans toutes ces technos, à un moment il y a un effet bulle, et puis on se rend compte qu'il faut travailler. Et puis on va pas tout perdre et d'ici quelques années on verra le bienfait de ces technologies sur l'analyse des données qu'on a aujourd'hui. Bon, Stéphane, on est avec l'une de ces startups qui elle aussi s'est un peu plantée. On est avec donc Vigiglobe ce soir et par téléphone son fondateur Lender de Vogue. Lender, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous donc sur BFM Business. Ancien directeur, je le précise, c'est intéressant, ancien directeur au niveau mondial de l'Institut TNS. Donc vous connaissez très bien les instituts de sondage et effectivement, on peut dire que malgré tout, là, le big data, tel qu'on nous l'a présenté ces derniers jours, dans l'élection en France, s'est planté au premier tour et dès le premier tour. Alors effectivement, je suis un ex-sondeur. J'ai travaillé 17 ans dans les sondages politiques et j'ai eu le privilège effectivement de diriger toute la
verticale politique et sociale du groupe TNS au niveau mondial. Planter, c'est un terme qui est un petit peu fort, je pense, et j'ai envie d'utiliser une vieille astuce de sondeur qui est de dire que un sondage, c'est une photographie à un moment donné de l'opinion publique. J'ai eu la chance de faire une interview mercredi dernier pour indiquer qu'il y avait une vraie dynamique sur les réseaux sociaux pour le trio Macron, Fillon, Mélenchon. Et de dire également que Marine Le Pen était, on avait l'impression en tout cas sur les réseaux sociaux que sa campagne impactait beaucoup moins. Mais vous disiez mercredi, parce que je l'ai sous les yeux, votre interview dans la tribune, je crois, elle est très largement distancée, sa campagne ne prend pas. Absolument. Et depuis plusieurs semaines, on voyait très bien cela, malgré le fait qu'elle bénéficiait d'une base de followers et de fans sur Facebook très importante et de loin la plus importante par rapport aux autres candidats, 1,4 million et 1,3 million respectivement sur Twitter et sur Facebook. Et pour autant, on ne voyait pas cette campagne impactée. Mais jeudi soir, il s'est passé quelque chose d'important sur les Champs-Élysées, un attentat a eu lieu. Et vendredi matin, un journaliste de la Tribune m'a également appelé pour me dire est-ce que les choses bougent. Et j'ai également indiqué à ce journaliste que les choses bougeaient de manière très importante en faveur de Marine Le Pen et de François Fillon également ce matin-là. Phénomène qu'on a d'ailleurs mesuré très largement pendant le week-end. Et hier, avant 20h, Marine Le Pen était la personnalité qui recueillait le plus de mentions sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de Vigiglobe, effectivement, Lendert, comment vous expliquez que souvent on a l'impression que Macron était un peu sous-estimé, contrairement à ce qui sortait des sondages, où on le plaçait en première ou deuxième position, alors que François Fillon, lui, semblait peut-être un peu surestimé dans le buzz? Absolument. Ce qui est intéressant de voir, c'est véritablement les stratégies qui ont été mises en place par les différentes équipes de campagne, que ce soit auprès de Fillon ou de Mélenchon d'ailleurs. Deux équipes très professionnalisées, d'une certaine manière, dans ces deux camps, pour justement utiliser ces plateformes sociales comme de véritables relais d'opinion, de mobilisation également, pour motiver les indécis, puisque d'aucuns parlaient d'une abstention record, enfin en tout cas très forte pour cette élection. Et un des mots d'ailleurs qui était le plus partagé hier pendant toute la journée, c'était voter, l'appel à la mobilisation qui semble-t-il a été entendu. Effectivement, Macron était un peu moins cité que les autres, c'est ce qu'on observait en tout cas. La tonalité des messages était également un peu moins positive parce qu'on avait justement les militants et les supporters mélenchonistes et fillonistes qui se mobilisaient. Mais force est de constater effectivement que, comme les sondages, nos outils ont leurs imperfections. On est dans un domaine très très nouveau encore. Les sondeurs ont mis de nombreuses années à comprendre comment il fallait redresser des intentions de vote. Donc vous lâchez rien, alors surtout pas, vous dites, vous allez continuer. Ah mais c'est pas qu'on lâche rien, c'est que nous on se fait simplement les porte-parole d'une opinion qui s'exprime sur ces réseaux et je crois qu'en travaillant davantage avec les instituts de sondage et pas contre les instituts de sondage, on n'a jamais eu la prétention de remplacer les instituts de sondage, on dit simplement que nos données peuvent apporter des éléments de compréhension, d'explication de certains mouvements d'opinion publique qu'on peut mesurer dans les sondages d'opinion classique, j'ai envie de dire, et qu'on a tout intérêt à travailler ensemble, main dans la main, et d'ailleurs on travaille ensemble à de nombreuses occasions. Moi je travaille pour différents instituts de sondage pour leur apporter ce retour qualitatif parfois qu'ils ont du mal à saisir dans leur propre sondage d'opinion. Merci Lendert de Vogt de ce soir par téléphone, le fondateur de Vigiglobe. Mot de conclusion donc Stéphane. Oui, la fenêtre réseaux sociaux, c'est une fenêtre forcément biaisée et qui n'est pas complète. Et donc, je suis assez d'accord avec la dernière remarque. Il faut absolument travailler avec les sachants. Et les sachants, malgré tout, les sondeurs sont des sachants de ce métier-là. C'est biaisé parce qu'on n'a pas tout le monde, on n'a pas toutes les générations. Oui, exactement. On a plus de râleurs, plus de gens. Puis il y en a qui s'expriment ailleurs, il y en a qui s'expriment en famille, il y en a qui s'expriment au téléphone, il y en a qui s'expriment pas sur les réseaux, etc. D'accord. C'est une fenêtre biaisée et raccourcie, mais qui permet d'avoir une image à un instant T. Stéphane Messica, Kinaps ce soir sur BFM Business. À très vite. Sur BFM et dans Tech & Co. Jean-Christophe, l'actu tech, on déroule avec